Enregistré. Très bien. OK. Donc, c'est donc quoi une identité numérique? Auteurs pensent que l'identité numérique, c'est l'ensemble d'informations qui prouvent que vous êtes sur Internet. Par contre, on peut aussi définir l'identité numérique comme un passeport virtuel essentiel, un passeport virtuel essentiel pour accéder aux services en ligne. Elle inclut donc les profils sur les réseaux sociaux professionnels, les publications, les emails, des signatures numériques et même votre identité biométrique sur des documents officiels. Elle diffère de l'identité traditionnelle en termes de vérification et d'utilisation. Donc, si on parle d'identité traditionnelle ici, ça renvoie justement au CNI, au passeport que nous avons. Même le mode d'utilisation n'est pas le même. Alors, quels sont donc les intérêts? L'intérêt de construire une identité numérique. Il y a donc plusieurs bénéfices pour construire une identité numérique. Ces bénéfices sont, entre autres, renforcent la sécurité grâce à des mécanismes d'identification avancés qui réduisent les risques d'usurpation d'identité. Aujourd'hui, sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui volent les identités des autres. Il y a des phénomènes de phishing. Le phishing ici renvoie à tout ce qui a trait, du moins des mécanismes de cybersécurité, cyberattaque, qui renvoient à ce qu'on vous vole une identité sur Internet. Donc, pour vous envoyer, par exemple, un email et on vous promet du moins que vous avez gagné peut-être que des informations que vous n'aurez pas, peut-être, vous n'avez pas eu il y a fort longtemps. Ou alors que c'est l'entreprise directement qui vous sollicite, demande ces informations et c'est de manière urgente. Et là, ça, c'est des attaques très avancées. Autre intérêt, en fait, ça augmente aussi la visibilité, la crédibilité en ligne, favorisant l'accès à des opportunités professionnelles. Donc, plus vous êtes crédible en ligne, plus les gens aussi ont tendance, les structures de renom ont tendance à venir vers vous. Ça, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas dissocier cette visibilité de la visibilité physique. En temps normal, il doit y avoir une cohérence entre une visibilité physique et une visibilité numérique. Si vous accordez de l'importance à votre personnalité physique, vous devez aussi l'être aussi dans le numérique. Vous ne pouvez pas être, par exemple, responsable. Vous accordez tout le bénéfice pour votre identité physique, mais dans le numérique, vous commencez à envoyer des informations peu vérifiables, peu fiables. Et là, c'est pas intéressant. Donc, il faut qu'il y ait harmonie entre vos identités physiques et vos identités numériques. Autre chose, facilite la gestion de la réputation numérique. Nous avons déjà fait cas de ça. Automatise certaines démarches. Aujourd'hui, on a beaucoup de services, des e-services. Pour ceux qui sont au Cameroun, par exemple, on va vous parler des e-banks. Vous inscrivez vos informations dans la toile, vous envoyez ces informations à travers un serveur. Ces informations, vous ne savez pas comment ces informations, où est-ce que ça part loger et quel est le but de de ces informations. Donc, vous devez vous assurer de la qualité d'information que vous envoyez et dans quel service. Les recruteurs et les partenaires vérifient systématiquement la présence en ligne. Vous ne pouvez donc pas être crédible à notre époque où le numérique est en train de prendre de l'ascendance. Vous êtes simplement présent dans le physique, mais dans le numérique, on ne vous ressent pas. Et là, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages qui tournent autour du numérique. Donc, les sociétés aujourd'hui vérifient donc les identités en ligne. Est-ce que cette personne qui vient de me soumettre son dossier fait quand même des publications en ligne? Et là, c'est pour vérifier même est-ce que ces informations
cette personne-là est crédible. Est-ce qu'on peut accorder du bénéfice à cette personne? Donc, les recruteurs regardent ça constamment. Les e-services, on a parlé tout à l'heure, l'administration, les administratifs, les banques, les académies. Aujourd'hui, dans les universités, le secteur éducation, on a tout se passe pour la majorité du temps en ligne. Donc, d'autres, ce sont donc nous avons raison donc de migrer de migrer nos informations en ligne. Alors, créer l'identité numérique. Comment on crée donc l'identité numérique? Dans notre leçon, on a essayé d'aborder quelques aspects. On a dit il y a d'abord le choix des plateformes, notamment LinkedIn, Viadeo ou des plateformes locales comme AfricaDev. Il ne s'agit pas simplement de ces plateformes, de ces réseaux sociaux. Aujourd'hui même, une inscription, je prends un cas simple. Vous voulez payer une facture en ligne. Vous allez rentrer vos informations, notamment votre nom, votre identifiant, votre adresse email. Vous allez rentrer toutes ces informations. Ces informations constituent votre identité numérique. Certaines applications demandent même des empreintes digitales. L'optimisation du profil. Donc, vous devez aussi vous assurer d'envoyer des informations qui sont claires et lisibles. Quand on parle optimisation, ça veut dire que vous avez pris de la peine pour corriger votre profil. Vous n'allez pas, par exemple, demander un service. Par exemple, je postule pour un emploi à Kamwata ou à Kamtel. Je vais aller débrailler là. Peut-être je porte des babouches et une petite culotte, un t-shirt et je vais à Kamtel pour aller postuler pour un emploi. Pas du tout, ça ne va pas donner. Et c'est pareil pour les réseaux sociaux. Vous n'allez pas aller à la toile, parler de votre identité de manière pas sérieuse. Vous devez accorder de l'importance à ce que vous faites. Autre chose, la cohérence et la crédibilité. La cohérence et la crédibilité. Harmoniser les informations entre CV papier, profil LinkedIn et autres plateformes. Publier du contenu pertinent. Donc, il faut aussi, à un moment donné, pas verser dans des contenus qui ne nous servent à rien dans la toile. Des commentaires inutiles. Ça part aussi par là. Vous devez avoir un langage décent, défendre assez, des thématiques pertinentes. Et c'est ça qui, mis ensemble, constitue ce qu'on appelle une identité professionnelle. Alors, comment protéger son identité numérique? Nous devons utiliser des mots de passe forts et uniques pour chaque compte et privilégier des gestions de mots de passe pour la sécurité. Aujourd'hui également, il y a des mécanismes qui permettent, euh, on va les appeler des hackers, qui permettent aux hackers de retrouver les mots de passe, surtout des mots de passe faibles. Genre, OK, je suis né en 1995, alors je mets directement mon année de naissance et mon jour de naissance. Ça, c'est très évident. Très rapidement, on peut retrouver votre mot de passe. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser des authentifications à deux facteurs. À deux facteurs, ça veut dire que vous ne vous limitez pas seulement à une authentification d'un seul niveau, c'est-à-dire je mets d'abord juste mon mot de passe et puis c'est bon, on accède à mes informations. Non. À deux facteurs voudrait que vous mettez d'abord, vous définissez votre mot de passe robuste et puis vous allez plus loin même, vous définissez même peut-être la reconnaissance faciale ou même les empreintes. À ce niveau, même si le hacker a n'importe quelle technique, il aura de la peine à retrouver, à accéder à vos informations. Donc, limiter les traces numériques. Chaque fois qu'on va sur Internet, on laisse toujours nos traces. Et là, il faut connaître comment ceci se passe. Nous ne pouvons pas aborder tout ça ici parce que des formations qui vont venir après. Donc, comment effacer ma trace quand j'ai fini de travailler dans un site ou alors sur Internet? C'est très important.
Soyez aussi également vigilants aux tentatives de phishing et évitez de cliquer sur des liens suspects ou partager de vos identifiants. Ah, ça, c'est très important et c'est de manière récurrente qu'on vit cela dans les réseaux sociaux. Les gens cliquent n'importe où. Pour peu qu'on ait vu, par exemple, que télécharger ce document gratuitement, on a déjà cliqué. On ne sait pas comment ça se passe et pourquoi on a mis cette information-là. En réalité, les arnaqueurs, qu'est-ce qu'ils font? Je vais rapidement expliquer cela. On vous propose, par exemple, une enveloppe de 200 dollars à cause de votre assiduité dans votre entreprise. Le directeur de votre société, tant, on connaît même là où vous travaillez, m'a recommandé de vous faire ce cadeau. Alors, vous n'avez qu'à cliquer, renseigner vos informations, puis vous allez entrer en possession de votre argent. Dès que vous cliquez sur ce lien, il vous redirige vers un faux site web qui n'a rien à voir avec ce qu'il vous a proposé. Et là, c'est là-bas que toutes vos informations sont prises, sont enregistrées. Et après, on peut donc faire ce qu'on appelle le recel d'informations. On commence à vous faire des misères sur vos informations. On vous propose des rançons. Donc, faites très attention quand vous allez sur Internet. Contrôlez la visibilité de vos publications sur les réseaux sociaux et limitez l'audience à vos contacts professionnels. Faites régulièrement le ménage dans les applications tierces connectées à vos comptes pour limiter le partage d'informations. Surveillez régulièrement votre présence en ligne. Effectuez des recherches avec votre nom pour repérer toute information non autorisée. Mettez à jour vos données personnelles et demandez l'effacement de contenu gênant ou obsolète. Informez-vous sur les nouvelles menaces et restez à jour sur les bonnes pratiques de cybersécurité. Voilà donc, si on peut parler de la protection de l'identité numérique, quelques actions que vous devez mener pour protéger votre identité numérique. Alors, nous avons proposé une fiche pratique. Aujourd'hui, la plupart des utilisateurs restent sur des réseaux sociaux comme Facebook ou WhatsApp. Pourtant, il y a d'autres réseaux sociaux très professionnels, que ce soit pour les personnes qui veulent vendre leur marque, qui veulent se faire connaître, par exemple, sur le monde international, le monde qui recherche du travail, qui veulent avoir un CV très, comment dirais-je, un CV qui répond aux normes internationales. Moi, je vous conseillerais vraiment de créer un profil sur LinkedIn. Il est d'ailleurs le réseau social, il est le réseau social le plus professionnel actuellement. C'est vrai, il y en a d'autres, mais c'est là où la plupart des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, ils vont constamment pour soit chercher des employés, soit même émettre des idées, des grosses recommandations. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi donc de faire cette activité pratique sur LinkedIn. Alors là, nous avons demandé de télécharger une photo professionnelle. Pendant le cours, nous avons essayé d'expliquer c'est quoi une photo professionnelle. Rédiger un titre clair. Exemple, un étudiant en gestion, spécialité gouvernance. Ça, c'est un titre très clair. Il est simple. On n'a pas besoin de trop bavarder. Si vous êtes par exemple commerçant, vous ne devez pas avoir honte d'écrire commerçant ou bien vendeur peut-être de pommes de France. Vous donnez l'endroit exact où vous travaillez. Et ça permet à ce que des personnes qui font les mêmes activités que vous retrouvent sur la toile. Donc, ajoutez vos expériences, formations et compétences. OK, depuis peut-être 5 ans, je vends des pommes de France et j'ai vendu des pommes de France à l'ambassade des États-Unis où on m'a recruté peut-être en temps réel comme le seul commerçant parce que, par exemple, pendant les colloques, ils avaient peut-être besoin de vous expliquer clairement ce que vous faites.
publiez un article sur un sujet lié à votre domaine. Vous, aujourd'hui, on n'a pas trop besoin de connaître, de savoir trop écrire. L'intelligence artificielle nous aide aussi, même à un moment donné, à corriger ce que nous écrivons. Donc, vous écrivez, passez à la main, vous écrivez ce que vous avez à dire, et puis vous soumettez cela à l'intelligence artificielle que, bon, à ce moment, j'ai des problèmes, je ne sais pas si ce que je suis en train de dire est cohérent, aide-moi à ajuster ceci. Et là, voilà, vous venez de construire quelque chose d'assez professionnel. Allô? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, déjà, merci vraiment pour ce brillant exposé et vraiment tout le savoir que vous êtes en train de nous transmettre sur le domaine de l'informatique. Bon, moi, j'ai vraiment été aussi beaucoup attirée par les derniers propos concernant l'intelligence artificielle, comme quoi euh, l'intelligence artificielle peut nous aider à rédiger des textes. Quelle est donc l'intelligence artificielle que vous nous conseillez pour que nous puissions rédiger ou bien améliorer les contenus de nos textes? Merci. OK. Merci pour votre intervention. Elle rentre vraiment en étroite, elle rentre directement dans ce que nous faisons dans cette formation. Sauf que ici, j'étais simplement en train de brosser euh, ce que nous pouvons faire quand on crée un profil LinkedIn. Nous allons aborder l'intelligence artificielle à partir de la semaine prochaine. Nous allons voir un ensemble d'outils qui vont nous permettre de soit construire un modèle de lettres, un modèle de message, ou alors même construire d'autres choses, produire des images, des textes audio, des graphiques, ainsi de suite. Nous allons voir tout cela. Mais là, j'étais juste déjà en train de vous montrer les possibilités, des actions possibles. Mais pour ceci, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Vous pouvez simplement utiliser Meta AI. Meta AI pourra vous aider, par exemple, à améliorer le contenu de votre, disons, votre titre ou alors le contenu de votre message. Il va vous proposer euh, un modèle bien présenté. J'espère que j'ai répondu à cette question. Oui, merci. D'accord. Bon, et je n'ai pas aussi, j'ai aussi une autre préoccupation concernant justement la création du profil LinkedIn, Mhm. si je prononce bien, voilà. Bon, je ne comprends pas télécharger une photo professionnelle. Bon, les étapes, les 4 points là, ce sont les étapes pour pouvoir créer un profil Link ou bien il y a encore autre chose, mais que je ne parviens pas à saisir. Merci encore. D'accord, je vais un peu aller sur la toile. C'est relativement simple, hein. On n'a pas besoin forcément de, de trop se promener. Je vais saisir par exemple sur Google, tout le monde voit, créer mon profil LinkedIn, créer mon profil LinkedIn. Alors, quand on voit, on nous dit, OK, s'inscrire pour LinkedIn. Il y a même l'assistance. Je vais choisir, par exemple, le premier lien s'inscrire. Si vous êtes connecté, vous pouvez même aussi essayer. Bon, c'est vrai que je ne vais pas, ça dépend de la connexion. On peut aussi traîner là alors que, bon, moi je suis déjà sur LinkedIn. Ça ne sera pas possible de le créer. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore sur LinkedIn, ce sera très évident.
Ce sera très évident simplement en saisissant ces informations, créer, s'inscrire sur LinkedIn. Là, ça me dirige directement euh, sur ma page. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'IA. Voilà ce que l'IA nous propose, par exemple, sur l'inscription, sur la création d'un compte LinkedIn, un profil LinkedIn. Allez sur linkedin.com et cliquez sur s'inscrire. Puis, entrez votre prénom, nom, adresse, email et créez un mot de passe sécurisé. Puis, vérifiez votre inscription via un code reçu par email ou SMS. Suivez les instructions pour saisir votre lieu et votre poste actuel. Optimisation du profil. C'est là où nous étions. Une photo de profil, photo professionnelle, souriante, bien éclairée, avec un arrière-plan neutre, idéalement 4x4, 400x400 pixels. Bannière personnalisée, là, avec la couleur de votre secteur ou de votre entreprise pour renforcer votre image. Le titre, soyez précis, utilisez des mots-clés, développeur web, full stack. Bon, ça, c'est dans le domaine de l'informatique. Si vous êtes dans un autre domaine, vous pourrez donc préciser vos compétences et vous faites un résumé de ce que vous connaissez faire. Vous avez déjà réalisé. Racontez votre histoire professionnelle, l'expérience, donnez votre expérience dans votre domaine, les formations. Donc, vous indiquez toutes ces informations est relativement facile. Mais si vous ne pouvez pas, nous pourrons le faire ensemble. Ce n'est pas compliqué. J'espère que j'ai répondu à votre question. Allô, Sarah? Bon, c'est vrai que parfois ce sont la réponse, elle est bonne, mais je veux beaucoup plus la pratique, quoi. Donc, je crois Euh, que c'est quand on va faire des exercices pratiques que je vais mieux comprendre la chose. Sur le plan théorique, oui, bon, c'est là, mais je voudrais vraiment pouvoir le faire de moi-même. si vous ne pouvez pas créer votre profil LinkedIn, nous allons donc vous diviser la salle pour ceux qui ont des problèmes à créer des profils. Nous allons diviser la salle et vous allez, je vais faire circuler une liste dans le forum pour ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, qui ne sont pas dans les réseaux sociaux et on va pouvoir nous allons les accompagner à accéder à ces réseaux sociaux. D'accord? Ok, merci. Mhm. S'il n'y a plus de questions, nous pouvons donc passer à la prochaine leçon. D'accord. OK. La prochaine leçon intitulée Produire un contenu, du contenu utile et éviter les dérives. Comme objectif, comprendre ce qu'est un contenu utile et crédible. Savoir identifier et répondre aux besoins d'une audience. Utiliser des outils numériques pour produire, vérifier et diffuser du contenu. Développer une éthique de production pour éviter les dérives, le plagiat, les fake news. Comme vocabulaire, nous avons donc défini quelques mots comme marketing de contenu, marketing sortant, persona. Alors, c'est quoi donc le marketing de contenu? C'est un processus de promotion directe et indirecte d'une entreprise ou d'une marque à travers la valeur ajoutée d'un texte, d'une vidéo ou d'un contenu audio à la fois en ligne et offline. Le marketing sortant, outbound marketing, aussi appelé marketing d'interruption, est une stratégie utilisée par les entreprises pour établir un contact et une conversation avec des clients potentiels, plutôt que d'attendre que les clients viennent à eux. Persona est une représentation semi-fictive et détaillée de votre client idéal basée sur des données réelles issues de recherches, interviews et d'analyses d'audience.
Il humanise un segment de votre public cible en lui donnant un visage, un nom, des caractéristiques démographiques, psychographiques, comportementales et des besoins spécifiques pour guider vos décisions en marketing digital. Alors, c'est quoi la notion de contenu utile et crédible? Un contenu utile est un contenu qui aide la personne qui le consulte, tout simplement. On n'a pas besoin d'en dire plus. Donc, on doit tout faire pour produire des contenus utiles, pour qu'on ait quand même des personnes, une audience qui soit connectée tout le temps sur nos pages. Identification de l'audience. Comment identifier donc l'audience? L'identification de l'audience est la première étape cruciale dans toute stratégie de création de contenu web. Il s'agit de créer des profils d'audience précis en analysant les données démographiques, les habitudes de consommation de contenu et les centres d'intérêt des utilisateurs. Cette démarche permet de construire un lien étroit avec le visiteur et de personnaliser ses besoins. Alors, quelles sont donc les techniques pour cibler son audience? Il existe deux techniques. On peut parler de la segmentation, qui consiste à diviser son audience en plusieurs sous-groupes, ou alors la création de personas utilisateurs. Dans quelques cas de segmentation et de personas utilisateurs, la segmentation. Le plus souvent, il est conseillé de diviser son audience en groupes selon l'orientation suivante. Par démographique, démographiquement, on peut construire donc notre groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire, on peut avoir des personnes qui obéissent à un certain âge, un certain genre, la localisation, donc qui vivent dans un certain lieu, qui ont un certain revenu, un certain niveau d'éducation. Géographiquement également, on peut découper de manière géographique. Par exemple, des personnes vivant dans un certain lieu, ça peut être par exemple à l'ouest du Cameroun, à l'est du Cameroun, au centre, et qui aiment un certain type de contenu. Ça peut être au niveau technographique. Qu'est-ce que nous aimons utiliser? Il y a des personnes qui sont accrochées au téléphone Android, qui aiment des appareils, les nouvelles technologies. Il faut pouvoir partitionner dans les groupes selon ces approches-là. Maintenant, au niveau des personas, en fonction de l'âge de votre audience, il s'agira de construire, par exemple, un persona. Le persona, c'est des personnes fictives. Donc, ces personnes nous permettent justement d'avoir certaines informations de notre audience pour savoir quelles sont les habitudes de consommation de notre audience, pour mieux connaître notre audience, pour pouvoir adapter et personnaliser nos offres. Donc, les personas, on peut voir ça comme des sondes qu'on envoie. Donc là, on définit carrément un modèle de personne qui a un certain besoin, qui a un certain âge et qui est en train de vivre une certaine difficulté. C'est en fait ça les personas. Donc, on peut donc créer, je prends le cas d'un persona lié à l'éducation, vivant par exemple à Abidjan. Il aura donc besoin, par exemple, et là, quand on parle par exemple de persona vivant à Abidjan, on doit définir l'âge, on doit définir euh, quels sont ses objectifs. Je suis par exemple un entrepreneur dans le domaine de l'éducation. Je vends mes services en Côte d'Ivoire depuis pratiquement 2 ans, mais je n'arrive pas peut-être à m'exprimer sur la toile. Je n'ai aucune visibilité sur la toile. Je voudrais savoir comment faire pour amélioré ma visibilité sur la toile et avoir plus de participants ou alors vendre mieux mon produit. Vous voyez, voilà un personnage que je viens de créer. Et là, vous allez voir, quand vous êtes en train vous êtes en train d'envoyer ces informations, les gens vont interagir et ça va déjà vous donner un modèle d'information sur quelle audience vous faites face. Alors, quelles sont quelques formes de marketing? Nous avons donc quelques formes de marketing. Nous avons le long form content. Ce type de contenu offre une approche approfondie, idéale pour démontrer une expertise, améliorer le référencement et créer la valeur durable. Nous avons donc des blogs,
des articles de fond, des e-books, des guides pratiques, des podcasts ou contenus audio longs. Nous avons des short form content. Et ça, ces short form content obéissent aussi à certains réseaux sociaux comme Twitter. Donc là, on n'écrit pas beaucoup, on n'a pas besoin de longues vidéos. C'est pour véhiculer juste un petit message. Nous avons également des contenus conventionnels. Ici, l'objectif est d'utiliser le contenu pour engager la conversation et construire une communauté active. Donc là, on peut entretenir vraiment la communauté en envoyant des messages, des petits thèmes, et puis on essaie de discuter. Là, c'est pour justement fidéliser notre communauté. Alors, quelques outils numériques qui peuvent nous aider dans le cadre de la création de contenus utiles. Nous avons regroupé ces outils par thématique. Comme première thématique, outils d'automatisation des emails. Ces outils permettent de programmer l'envoi d'emails, créer des workflows automatiques, segmenter les audiences et suivre les performances. Quel est donc leur rôle? Envoyer des newsletters automatisés, déclencher des emails selon le comportement de l'utilisateur, segmenter la liste de contacts, personnaliser le message, suivre l'engagement. Donc, des exemples de logiciels qui pourront nous permettre de créer, d'envoyer les emails de manière automatique. On a Mailchimp, Sendingblue, ActiveCampaign, HubSpot, il y en a d'autres. Nous avons aussi des outils de segmentation. Nous avons parlé tout à l'heure de segmentation. Alors, ces outils, quel est donc leur rôle? Créer des segments selon le comportement, l'âge, le centre d'intérêt, personnaliser le contenu envoyé, optimiser les campagnes marketing, augmenter la pertinence du message. Il y a donc quelques outils qui nous permettent de créer de segmenter notre audience. Nous avons par exemple HubSpot, Salesforce, Google Analytics, Meta Business. À côté, nous avons aussi des outils d'optimisation de mots-clés. Bon, à ce niveau, c'est au niveau, les mots-clés aident beaucoup plus au niveau de la recherche. J'envoie mes informations où? Comment le moteur de recherche réagit quand je mets ce mot-clé, cette information. Donc, c'est à ce niveau que ceci est important. Tout message que nous écrivons sur la toile devrait être accompagné de mots-clés. Afin de cibler, on doit cibler, est-ce que le message est destiné à quel groupe de personnes? Quelle est l'audience qui doit consommer cette information? Donc, le rôle, donc, c'est de rechercher des mots-clés, analyse du volume de recherche, suivi du positionnement, optimisation SEO, analyse de concurrence. Donc, comme exemple d'outils, nous avons SEMrush, Ahrefs, Moz, Google Keyword Planner. Nous avons donc des outils de surveillance du marché pour des commerçants, des gens qui ont des activités en ligne qui doivent surveiller. On a donc besoin de, on a donc besoin de ces outils pour pouvoir garder, rester actualiser, du moins, actualiser de manière continue ces informations pour ne pas être en arrière par rapport à l'évolution technologique. Donc, comme exemple, on a BuzzSumo, Google Trend, Friendly, Mention, BrandWatch. Nous avons aussi des outils de création de contenu. Par exemple, Canva, qui nous aide à améliorer, par exemple, des photos, des images. Ça dépend de ce que nous sommes en train de faire. Si je suis, par exemple, un entrepreneur, je construis